Rebonjour. Rebonjour à tous. Je vous laisse vous installer pour cette dernière partie de la journée. Merci d'être là. On termine cette dernière conférence de la première journée du Sécure avec Gabriel Tessier, chef d'équipe M365 chez Fortica Sécurité, qui vous présentera la conférence Gérer la menace interne avec M365. Bonne conférence et tout de suite après ceci. Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je dis de vous voir parce que ça fait au-dessus de 2 ans que je n'ai pas fait de conférence en présentiel, donc ça fait du bien de voir des visages, de voir des personnes. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais faire ça en grand. Je me suis dit, c'est le printemps, il fait beau, je vais mettre ma chemise d'ananas, ça va faire du bien. Et donc, vous m'excuserez pour ma tenue qui n'est pas tout à fait décorum aujourd'hui, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas demandé l'approbation de mon département marketing. J'ai ma collègue Annick qui est ici. Tu penses que c'est correct, Annick? Tu penses que oui? OK. Merci. Avec ma moustache et mes lunettes en plus, quand j'ai dit à mon frère que je venais faire une conférence aujourd'hui, il a dit « Les gens vont peut-être penser que tu viens enseigner la physique quantique. » Fait que je vous rassure que ce n'est pas mon intention cachée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de gérer la menace interne avec Microsoft 365. Et oui, en effet, pour vous mettre en contexte, qui suis-je? Je suis expert en sécurité Microsoft 365, certifié MS500 pour ceux qui connaissent la certification. Je suis chef d'équipe M365 pour Fortica Cybersécurité. Ça fait 5 ans que je travaille en cybersécurité. Et j'ai eu la grande majorité de mes mandats, ça a été dû à Microsoft 365, dans des contextes de migration ou d'audit, de rehaussement de niveau de sécurité pour Microsoft 365 à l'échelle internationale. Aussi de l'accompagnement d'équipes de sécurité opérationnelle pour la prise en charge des services Microsoft 365. Pour le fun, dans les gens ici, à main levée, qui est dans une organisation qui a fait le saut vers Microsoft 365, juste pour me donner une idée, là? OK, bien c'est ça. La grande majorité des gens ici ont fait le saut vers Microsoft 365. Et donc, aujourd'hui, je vous pose la question, pourquoi cette présentation? Bien, d'abord, on parle de gérer la menace interne. Gérer la quoi? La menace interne, quand on parle de ça, finalement, c'est de gérer l'humain. On le sait, le maillon faible de la sécurité, c'est quoi? C'est l'être humain. Et puis, quand on parle de menace interne, on peut parler d'employés malveillants, d'employés bienveillants peut-être, mais qui a peut-être une certaine maladresse ou une capacité à prendre des bonnes décisions, potentiellement un peu déficientes parfois, pour faire un euphémisme, si vous voulez. Ou un individu qui est externe et qui s'est potentiellement infiltré dans l'organisation, donc un cyber-attaquant de quelque sorte. Ça ici, c'est nos menaces. Et là, on parle j'ai mis mon vendeur de balayeuse, c'est là que je branche mon buzzword. On parle de Zero Trust. Vous avez sûrement déjà entendu le terme Zero Trust dans toutes sortes d'événements de sécurité. C'est un terme ou un terme qui revient souvent, mais ça a une signification. On ne dit pas juste ça pour le fun. Zero Trust, c'est le principe qu'on ne doit pas faire confiance à personne, même à l'interne. On ne doit pas juste maintenant mettre des contrôles de sécurité sur le périmètre, mais même à l'interne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut parler de gérer la menace interne. Et dans un contexte de Microsoft 365, par expérience, en fonction des mandats que j'ai faits dans le passé, je me suis rendu compte que beaucoup d'organisations ont ce que j'appelle la base de la sécurité. Puis le premier point, surlignez-le, soulignez-le en rouge et tout ça, le MFA, l'authentification multifacteur, c'est pour moi le point le plus important pour avoir un niveau de sécurité adéquat. Parce que beaucoup des attaques dans un contexte de cloud, Microsoft 365, ce sont des attaques qui sont faites au niveau des mots de passe des utilisateurs. Parce que maintenant, tout est accessible par défaut depuis Internet. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, les attaquants le savent, puis ils vont s'attaquer at large aux différents comptes de vos utilisateurs en essayant des mots de passe très simples, puis plutôt que d'essayer, puis creuser un même compte à long terme, puis essayer de rentrer dans ce compte-là, de compromettre ce compte-là qui pourrait avoir un mot de passe complexe, bien, on va essayer toutes sortes de mots de passe simples sur tous les comptes, puis
C'est des robots souvent qui vont faire ça. Mais bref, le MFA vient carrément contrer ce type d'attaque-là qui est très, très fréquente dans un contexte de cloud Microsoft 365. Point très important, accès conditionnel dans Azure, c'est un autre point de base qui vient tout gérer le contexte d'authentification des utilisateurs, qu'on permet de décider dans quel contexte les utilisateurs peuvent ou non se connecter dans notre environnement. Configuration des services de collaboration, je parle ici de Teams, OneDrive, SharePoint, en gros, bloquer, empêcher les utilisateurs de partager des documents à n'importe qui à l'externe, ce genre de choses-là. Configuration d'Exchange Online Protection, on parle ici d'anti-hameçonnage, anti-programme malveillant, anti-spam et tout ça. Et finalement, MDM et MAM, ce que j'entends par là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est la gestion des appareils mobiles, que ce soit la prise en charge des appareils mobiles en tant que tels, les configurations qui sont dessus, ou le MAM, c'est plus l'aspect de mettre une couche de protection sur les applications de nos appareils mobiles, avec notamment Microsoft Endpoint Manager, ou ça c'est son nouveau nom, peut-être que vous connaissez mieux ça sous le nom de Intune. Donc c'est ce que j'appelle la base de la sécurité Microsoft 365. Et là, peut-être que vous regardez ça et que vous avez ce genre de réaction-là. Si vous n'avez pas ça, c'est pas de ça qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais aller une coche plus loin aujourd'hui. Le but de la conférence, c'est de considérer plutôt des services qui restent peu connus. Parce qu'à travers, encore une fois, mon expérience, ça ici, c'est l'architecture de référence de cybersécurité de Microsoft. C'est merveilleux, c'est très pratique, il y a toute l'information. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer ça là-dedans, honnêtement. Ils ont dû mettre beaucoup d'heures pour être capable de faire ça. Mais on a ici l'ensemble des mesures de sécurité recommandées par Microsoft dans une architecture. On ne parle pas juste de Microsoft 365 ici, ça va jusque dans l'aspect on-premise et puis Azure et tout ça, tout le tralala, on a ça là-dedans. Puis quand on regarde ça, en tant qu'organisation, une fois qu'on a fait la base que j'ai mentionnée, on peut facilement tomber dans un mode de qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que ce rectangle-là, c'est une perte de temps ou ça vaut vraiment la peine de creuser ça puis d'aller plus loin là-dedans? Ça peut devenir mêlant. Et il y a beaucoup d'organisations qui paient pour des services avec leur licence Microsoft 365 et ne tirent pas profit de plusieurs services de sécurité qui sont offerts. Parce qu'ils ne connaissent pas ces services-là ou parce que ça semble complexe de les mettre en place ou pour ce que je viens de dire, qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en tant que tel. Oui, il y a aussi le fait que ça change de nom souvent. Puis il y a aussi un aspect que je vous dis tout de suite, que je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans, c'est l'aspect des licences Microsoft. Des fois, on peut être un peu mêlé à savoir, j'ai-tu les licences pour ça? Je ne suis pas un expert et je ne m'autoproclame pas un expert de licences Microsoft. Donc, en tout cas, je pourrais peut-être essayer de vous aider si vous avez des questions là-dessus après, mais je vous le dis d'avance, les licences aussi changent souvent et ça devient mêlant. Mais bref. S'il y a des services dans le courant de la présentation qui vous intéressent en particulier, on pourrait essayer de regarder si vous avez les licences ou non à la fin. Donc, plongeons dans les profondeurs de Microsoft 365 ensemble. Et là, je vous le dis tout de suite, mon but n'est pas non plus de rentrer dans chacun des petits rectangles qu'on a vus dans le napperon de Microsoft. J'ai ramassé dans ce napperon-là les différents services de sécurité qui, encore une fois, par expérience, je considère comme étant particulièrement méconnus. Les gens ne savent souvent pas que ça existe ou le savent, mais ne savent pas trop comment le mettre en place et que ça a l'air très complexe à faire. Donc, c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui, toujours dans le contexte de gérer la menace interne. Donc, le premier point, la première section de contrôle de sécurité que j'ai été ramassée, on parle de mesures préventives. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, on essaie de gérer l'humain, la menace interne, et on connaît le dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». Mais comment pouvons-nous faire ça dans un contexte de Microsoft 365? Là, pour faire mon gars de télémarketing, nous avons une solution. Solution d'intérêt. Et ça, c'est les solutions que je vais creuser avec vous pour l'aspect prévention, Microsoft Information Protection, ou un autre nom de la même famille de ces services-là, c'est Azure Information Protection. Microsoft Defender for Cloud Apps, qui s'appelait autrefois Cloud App Security. Le DLP, PIM, Information Barrier Simulator d'attaque. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement,
protégé au niveau de la donnée en tant que telle, au premier niveau avec Information Protection. Microsoft Information Protection, c'est un outil que je vous dirais que quand j'arrive dans un contexte de clientèle, c'est souvent une des premières choses que les gens vont me demander. On veut mettre en place Microsoft Information Protection pour mettre un niveau de protection directement sur les documents à la base. Et bon, là, souvent, je les ramène aux éléments de base que je vous ai mentionnés tantôt, puis on se rend compte que le MFA n'est pas en place, etc. Puis on va rentrer dans ces contrôles-là plutôt que Information Protection pour commencer. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que d'abord, on parle d'étiquetage, de classification des données. On va utiliser des étiquettes qu'on va se définir dans Microsoft 365 pour aller être capable d'identifier, dans le fond, les différents documents dans notre environnement, de quelle nature les données sont dans ces documents-là. C'est-tu des données de nature confidentielle, de nature secret d'État, etc. C'est nous qui pouvons se définir nos propres étiquettes. Puis en fonction des étiquettes, la deuxième étape, c'est l'aspect de protection. Donc, on peut aller déterminer, OK, maintenant, mes documents qui ont une étiquette X ou Y, bien, il va y avoir tel comportement dans mon environnement. Donc, pour vous donner un exemple très concret, puis évidemment, ça, c'est une mesure qui est complexe à faire parce que souvent, les gens ne savent même pas c'est quoi les données qu'ils ont, puis c'est quoi les natures des données qu'ils ont dans leur environnement. Mais quelque chose, par contre, que je vous conseille de faire et que je conseille à mes clients de faire en général, puis qui est une première étape très simple, c'est d'aller mettre en place une étiquette qui vient automatiquement dire que les documents qui sont créés dans l'environnement de votre organisation appartiennent à l'organisation. Donc, quand quelqu'un va créer un document Word, par exemple, bien, il va y avoir une étiquette qui est mise sur le document, puis ça dit, bien, le document appartient à l'organisation X. Puis si quelqu'un à l'extérieur de l'organisation essaie d'accéder au document, bien, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comme on le voit dans le troisième petit rond ici, c'est que le document il est chiffré. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas une identité de votre organisation qui tente d'accéder à ce document-là, ça ne fonctionnera pas. Le document ne déchiffrera pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de contrôle d'accès dans la quatrième bulle. Et bon, éventuellement, on peut même jusqu'à aller faire de la surveillance du traçage au niveau des documents. Où est-ce que mon document s'est promené et tout ça. Mais je vous dirais que la première bonne étape à faire avec ça, c'est vraiment d'aller mettre en place cette étiquette-là qui se met automatiquement pour dire « ça, c'est des documents de mon entreprise ». Puis évidemment, si jamais un utilisateur a besoin de partager un document avec quelqu'un de l'externe, il y a moyen de retirer l'étiquette. On peut demander une justification, par exemple, ce genre de choses-là, pour que l'étiquette soit retirée. Puis il y a toutes sortes de mécanismes qui viennent avec ça. Ça peut même aller jusqu'à en local. Il y a un scanner qui existe avec Information Protection pour aller scanner les serveurs de fichiers. Puis là, on peut aller mettre des règles pour déterminer comment est-ce qu'il va aller étiqueter des documents comme ça. C'est pour ça que ça peut être un assez grand projet, relativement complexe, on s'entend. Mais il y a quand même des bonnes premières étapes qu'on peut faire là-dessus. Pour vous donner une idée de ça ressemble à quoi d'un point de vue utilisateur, bien, le premier rectangle en haut, c'est dans un document Word. On a une petite bandelette qui apparaît pour dire que, bon, dans cet exemple-là, il n'y a pas d'étiquette qui a été mise sur le document, puis on a les différentes options qui ont été définies. Encore une fois, c'est vous qui pouvez déterminer quelles sont les étiquettes qui apparaissent là. Et on a le même exemple en dessous pour un courriel. Donc, un certain aspect de sensibilisation aussi des utilisateurs, du fait que, bon, l'utilisateur, quand il voit ça, il va se poser la question, bien, c'est quoi la nature des données que je vais mettre dans ce document-là ou dans ce courriel-là? Deuxièmement, gérer le cloud avec Defender for Cloud Apps ou Cloud App Security, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça, c'est, dans le fond, c'est le CASB de Microsoft. Un CASB, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une solution qui vise à venir centraliser la gestion de la sécurité des différents services cloud. Parce qu'en tant qu'organisation, bon, vous utilisez peut-être les services cloud de Google, les services cloud de Microsoft, d'Amazon, peu importe. Puis un CASB, ce que ça vient faire, c'est que ça vous permet d'aller brancher différents services dans le CASB pour être capable d'avoir une vue sur ces différents services-là et un certain contrôle. Donc, d'un point de vue préventif, au niveau de Defender for Cloud Apps avec Microsoft, on a un aspect DLP qui veut dire Data Leak Prevention. Donc,
pour vous donner un exemple concret, on pourrait mettre en place une règle, par exemple, qui fait en sorte qu'un utilisateur qui crée un document dans votre environnement Microsoft 365 n'est pas en mesure de l'envoyer dans Google Drive, par exemple. Contrôle de session, ce que j'entends par là, c'est que on peut aller carrément dire que lorsqu'un utilisateur se connecte au service de Microsoft 365 dans SharePoint ou OneDrive ou peu importe, à partir d'un navigateur web, bien, toute sa session est gérée par Defender for Cloud Apps et on peut aller mettre en place des contrôles qui pourraient être jusqu'à je ne veux pas que l'utilisateur utilise tel ou tel navigateur web ou je veux empêcher les copier-coller à partir d'un navigateur web dans peu importe le service de Microsoft 365 vers le poste. Donc, il y a un aspect contrôle de session ici. Puis finalement, il y a l'aspect Shadow IT qui est de restreindre l'accès à des services cloud non sanctionnés. Donc, Defender for Cloud Apps s'intègre avec un autre service qu'on ne va pas considérer aujourd'hui qui s'appelle Defender for Endpoint ou pour point de terminaison. Une des beautés là, des services de Microsoft, c'est tout l'aspect intégration, évidemment. Defender for Endpoint, globalement, ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'aller prendre en charge les différents appareils de votre environnement avec le SaaS. Donc, il n'y a pas d'agent de déployer, puis peu importe le réseau, les appareils de votre organisation vont se rapporter au service, puis vous allez être capable, en l'intégrant avec Defender for Cloud Apps, de voir sur quel service cloud mes utilisateurs vont avec leur appareil de l'organisation. Et à ce moment-là, d'un point de vue préventif, on peut même jusqu'à aller bloquer tout ce qui n'est pas sanctionné par l'organisation. Donc, ça vient vraiment aider tout l'aspect Shadow IT. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça ici, l'interface. On a un score qui est défini par Microsoft pour les différents services qui ont été détectés. Vous voyez l'onglet Discovered Apps, c'est ce qui a été découvert. On a une idée du volume de données qui a circulé, à quel point les utilisateurs ont utilisé ce service-là. Puis à droite, carrément, on a les actions, les petits crochets verts pour dire que oui, c'est sanctionné par l'organisation, puis le rouge pour dire non, on veut bloquer ça. Troisièmement, bloquer certaines fuites de données avec le DLP. C'est quoi ma petite image? C'est une fuite de données. Ça, c'était ma joke de papa de la présentation. C'est pas drôle. J'ai fait à souper l'autre jour, puis ma fille est arrivée à la table, puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Papa, ça a de l'air bon, mais ça l'est-tu vraiment? » Je suis rendu là. Je ne sais pas si tout le monde l'a pogné. J'ai choisi mes mots ici, bloquer certaines fuites de données avec DLP. Pourquoi j'ai mis certaines fuites de données? Parce que, encore une fois, par expérience, ce que j'ai constaté dans un contexte client, c'est que souvent, les gens vont avoir une mauvaise perception des solutions de DLP, puis vont être portés à croire que ça va être la solution miracle qui va tout bloquer. Et je vous confirme, après des heures de test, que c'est très simple à contourner. Okay? C'est vraiment pas une solution miracle. Donc, je viens vraiment le nuancer dans le nom de ma catégorie. On vient bloquer certaines fuites de données de peut-être quelqu'un qui, par inadvertance, aurait mis une liste de NAS dans un courriel qui a envoyé vers l'externe. OK, on pourra peut-être l'attraper. Mais si quelqu'un, de façon intentionnelle et malicieuse, souhaite exfiltrer une donnée sensible de l'organisation, ça va pas faire grand-chose, honnêtement. Mais bref, pourquoi est-ce que je le mets dans ma présentation? Bien, il y a quand même certains bénéfices qu'on peut tirer de ça, notamment parce que c'est assez simple à mettre en place du fait qu'il y a des stratégies qui sont préfaites carrément dans l'environnement pour aller détecter des données de nature financière canadienne, par exemple, ou des renseignements personnels canadiens. Donc, on peut simplement aller mettre en place ce genre de stratégie préfaite-là. Et utiliser ça notamment pour faire de la sensibilisation parce qu'on peut aller justement aviser les utilisateurs « Fais attention, j'ai détecté qu'il y a un certain nombre de numéros d'assurance sociale dans ton document ou dans ton courriel. Le savais-tu? » Bon, c'est le genre de choses qu'on peut avoir avec ça. Mais bon, je l'ai mentionné, attention, peu de valeur pour contrer un individu malicieux. Est-ce que ça s'applique seulement pour les services M365 Cloud? Non. Maintenant, puis c'est relativement nouveau, là, le DLP de Microsoft 365 se rend jusque sur les appareils.
Donc, on peut même aller jusqu'à dire j'empêche de mettre des données de type renseignement financier canadien sur une clé USB d'un appareil, ou ça va même jusque sur des serveurs de fichiers. Vous voyez ici On-Premises Repositories. Pour vous donner un exemple concret là, de ce que je mentionnais, ici c'est dans Teams. Ça, c'est carrément moi qui ai fait ça. En préparant la présentation, j'ai écrit une série de numéros d'assurance sociale. Évidemment, ce pas des vrais. Là. Prenez pas ça en photo en vous disant « Oh, je vais pouvoir vendre ça ». Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans la première occurrence, j'envoyais ça à un compte externe de test. En mettant SIN pour Social Insurance Number, ben, il le détecte, mais du moment où je ne mets pas SIN, il ne le détecte plus. Ça vous donne une idée de la sensibilité de la chose. Puis si je le mets dans 2 messages séparés, il ne le détecte plus non plus. Donc, c'est ça. Puis même à travers les différents types de documents, si je mets la même chose dans un PowerPoint ou dans un Excel, il va avoir des comportements différents. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est mon petit singe que je remets, là. Faut pas se faire de faux espoirs avec ça. Quatrièmement, octroyer juste assez de privilèges, juste à temps avec Privileged Identity Manager. Ça, c'est un service que j'apprécie particulièrement dans l'environnement Microsoft 365. En fait, ça se retrouve dans le portail Azure et ce que ça permet, c'est d'aller activer les accès à privilèges seulement lorsque nécessaire. Typiquement, c'est quelque chose qu'on va vouloir mettre en place pour les gens qui ont des accès d'administrateur général, qui sont Dieu le Père dans l'environnement. Et dans le fond, on va vouloir faire en sorte que ces utilisateurs-là doivent utiliser, par exemple, leur MFA pour aller activer leurs accès seulement lorsqu'ils ont besoin de ces accès-là. Donc, on peut aller définir, il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut aller mettre là-dedans. On peut dire que les accès ne sont activables que pendant 2-3 heures maximum, par exemple. On peut aller dire l'utilisateur a besoin de se justifier pour aller activer ses accès, ce genre de choses. Donc, encore une fois, beaucoup d'options. Mais c'est simple à mettre en place. Souvent, les gens comprennent très rapidement pourquoi c'est là, puis ça vient faire en sorte qu'on a une bonne couche de sécurité de plus, particulièrement pour des comptes qui sont très sensibles, comme des Global Admin dans l'environnement. Cinquièmement, contrôler, je vais aller un peu plus vite parce que je vois le temps qui file, contrôler les flux de communication avec Information Barriers. Ça, c'est un petit peu plus niche, si vous voulez, mais c'est très méconnu. Il y a peu de gens qui savent même que c'est dans l'environnement. Ce que ça fait, c'est qu'on peut aller contrôler les communications des gens à l'interne de l'organisation. Donc, s'il y a potentiellement une situation, par exemple, où il pourrait y avoir un conflit d'intérêts dans un contexte X chez vous, entre 2 groupes de personnes, bien, on peut aller mettre une stratégie Information Barrier pour aller bloquer les communications Teams, Exchange, etc. entre ces 2 groupes de personnes-là. Bon, ça existe. Il y a toutes sortes de... Ça, c'est les paramètres, en gros, qu'on peut utiliser pour aller identifier des groupes. On peut aller jusqu'à des attributs AD des groupes ou peu importe. Sixièmement, sensibiliser et connaître ses utilisateurs avec le simulateur d'attaque. Encore un autre service que j'apprécie particulièrement, que beaucoup d'organisations n'utilisent pas. Et oui, quand on parle de prévention, évidemment, on parle de l'aspect sensibilisation. On a des utilisateurs pour gérer l'aspect humain. Nos utilisateurs sont intelligents, sont capables d'apprendre, puis on a toutes sortes d'indicateurs qu'on peut avoir avec ce service-là pour avoir ces informations-là. On parle ici Attack Simulation Training dans le portail de sécurité, cette fois-ci, de Microsoft 365. Et il y a toutes sortes de simulations qu'on peut faire. Celle-là ici que j'ai sélectionnée dans l'image, Credential Harvest, c'est le type d'attaque que j'ai mentionné tout à l'heure, où on peut tenter de ramasser des mots de passe des utilisateurs rapidement avec un simple courriel avec un URL dedans, par exemple. Mais il y a différents autres scénarios qu'on peut faire. Et une fois que la simulation a été accomplie, bien, on a un beau dashboard avec différents indicateurs. J'ai mis une petite flèche ici parce que quelque chose qui peut être intéressant à voir, c'est les repeat offenders, les gens qui se sont fait avoir plus qu'une fois pour savoir un peu cibler nos efforts de sensibilisation, si vous voulez. Donc, c'est ça. C'est un service qui existe et que je vois peu de gens utiliser. Maintenant qu'on a vu l'aspect prévention, on peut tomber dans l'aspect de surveillance, parce que nous ne sommes pas en couple avec nos utilisateurs. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, mais Gabriel, si tu surveilles ton conjoint, ta conjointe,
constamment, c'est malsain. Ça montre que tu ne fais pas confiance à la personne. Je vous dirais oui, mais c'est quoi Zero Trust en français? Aucune confiance. On n'est pas dans un contexte on ne doit pas faire ce parallèle-là dans un contexte où on parle de sécurité. Les solutions d'intérêt, DLP encore une fois, mais cette fois-ci dans un mode que j'apprécie un peu plus que celui que je vous ai mentionné tout à l'heure, en mode informatif. Insider Risk Management, qui est un autre service peu connu. Conformité des communications. Defender for Cloud Apps encore, mais plus d'un aspect surveillance. Azure ID Protection, puis Microsoft Defender for Identity, c'est ce qu'on va considérer ici. Le DLP en mode informatif, j'ai ma fuite de données qui a suivi son chemin. Ici, dans le fond, tout à l'heure, je vous ai parlé plus du mode bloquant. En mode informatif, ce qui est intéressant, c'est que là, l'utilisateur, c'est complètement transparent pour lui. On met en place des stratégies DLP qui vont aller détecter quel type de données transigent dans mon environnement. Donc, on peut aller dire, comme je l'ai dit tantôt, je mets en place une stratégie qui va aller déceler des renseignements de nature financière canadienne ou des renseignements personnels canadiens. Et je ne le mentionne pas nécessairement à mes utilisateurs. Je mets ça en mode alertage et je reçois des rapports qui m'indiquent qu'est-ce qui a circulé dans mon environnement. Donc ça peut être intéressant parce que à ce moment-là, les gens ne s'attendent pas nécessairement à ce que ce soit fait, puis on a toutes sortes d'indicateurs à ce moment-là, à savoir quel système dans mon organisation fait transiger ce type de données-là. Puis éventuellement, ça peut mener à des stratégies qu'on va mettre en mode bloquant avec un peu plus d'intelligence selon ce qu'on a été capable de voir. 8e point, découvrir des comportements douteux avec Cloud App Security, donc le CASB, encore une fois, qui revient, mais dans l'aspect surveillance. Je vous l'ai dit, niveau Shadow IT, donc je ne reviendrai pas sur ce point-là. On peut découvrir ce que les utilisateurs consomment comme service cloud. Ensuite de ça, il y a de l'analyse comportementale là-dedans. Ça, c'est intéressant. Au niveau de l'analyse comportementale, Cloud App Security est capable de déceler, par exemple, si un utilisateur va télécharger ou supprimer des documents plus que d'habitude, de façon anormale. Puis vous pouvez être alerté par rapport à ça, à savoir, oh, telle personne, il a supprimé un gros volume de données, et à ce moment-là, on peut aller investiguer sur cet utilisateur-là. On peut voir aussi, par exemple, je vous ai dit tantôt qu'au niveau du Shadow IT, on détecte les services cloud qui sont utilisés par les utilisateurs. On peut dire que, par exemple, tel service est non sanctionné, mais ne pas nécessairement le bloquer, parce que ça peut être très, très contraignant, puis on peut parfois ne pas vouloir aller jusqu'à bloquer carrément. Mais du moment où on met un service comme étant non sanctionné par l'organisation, on peut être à ce moment-là alerté que tel utilisateur a fait transiger tel volume de données sur ce service-là qui n'est pas sanctionné. Donc, ça peut aller assez loin au niveau des stratégies d'alerte. Je mentionne ici stratégie d'alerte personnalisée parce qu'on peut aller s'en créer soi-même. Et là, je vous montre ici un exemple de quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les éléments de base. Si vous n'avez pas de compte, on appelle ça un compte break glass ou un compte d'urgence dans votre environnement, vous pouvez prendre en note que c'est quelque chose qui est fortement recommandé par Microsoft. Et ce que ça implique, ce type de compte-là, c'est que c'est un compte qu'on veut mettre constamment en exception des règles d'accès conditionnel, du MFA et tout ça. C'est un compte qu'on veut qu'il soit accessible sur Internet puis qu'il n'y ait aucun contrôle de sécurité. Puis qu'il y ait tous les accès administrateur général. Ça a l'air d'une bonne idée, hein? Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que si quelqu'un fait une erreur dans la configuration d'une règle d'accès conditionnel, puis dit, par exemple, dans une règle d'accès conditionnel, je bloque tout le monde de se connecter à partir du Canada dans notre environnement, bien là, vous perdez le contrôle. Il n'y a plus personne qui va être capable de rentrer dans l'environnement. Donc, ce type de compte-là vous permet de garder le contrôle de votre environnement si quelqu'un fait une erreur. Maintenant, évidemment, bon, c'est un compte qui est plus à risque, mais avec Cloud App Security ou Defender for Cloud Apps, ce type d'alerte personnalisée-là, c'est l'exemple que je vous donne, on peut aller mettre des conditions puis se faire alerter pour différents scénarios. Et ici, je mentionne Activity Type equals Login. Donc, s'il y a une connexion qui est faite, puis là, je dis User Name equals, là, c'est un compte de test, mais ça pourrait être notre compte d'urgence.
ben à ce moment-là, on serait alerté dès qu'il y a un login, une connexion sur mon compte d'urgence. Donc, au moins, on a ce mécanisme-là d'alertage si jamais quelqu'un se branche avec ce compte-là. Puis évidemment, on parle de ne pas mettre de contrôle de sécurité comme des règles d'accès, etc., mais on va aller mettre un mot de passe qui est extrêmement long, de 36 caractères, dans une voûte à laquelle il n'y a pratiquement personne qui a accès. Puis dès que quelqu'un utilise le compte, on change le mot de passe parce qu'on veut être certain à 100% que personne est en mesure de conserver le mot de passe et de s'en souvenir. C'est un peu ça l'idée. Puis là, encore une fois, pour l'aspect surveillance de Cloud App Security, ce qui est super dans l'environnement de Microsoft, c'est tout l'aspect intégration. Les différents services que j'ai déjà mentionnés avec Microsoft Information Protection, le DLP, tous ces différents services-là viennent s'intégrer là-dedans pour qu'on puisse avoir un contrôle et une meilleure surveillance, puis on peut aller designer nos alertes en fonction de tout ça. 9e point, surveiller les contrôleurs de domaine avec Defender for Identity. Defender for Identity, c'est un service qui est très simple à mettre en place. Si vous avez un Active Directory en local, on-prem, pour votre organisation, on parle de simplement installer des agents au niveau des contrôleurs de domaine. Ça se fait très bien. Et c'est un service qui va permettre d'aller effectuer la surveillance de ce qui se passe, des activités qui se font au niveau du contrôleur de domaine. Donc, s'il y a typiquement là, des attaques en local, ça va être des attaques de type d'élévation de privilèges ou de mouvement latéral au sein des identités de l'organisation. Et puis, ce service-là va aller détecter ce type d'événements qui vont arriver sur les contrôleurs de domaine. Puis, pour vous donner une idée de ça peut ressembler à quoi, on voit ici les activités d'un ciseau, par exemple. On peut voir que Potential Sensitive Lateral Movement, on est capable de voir qu'il y a potentiellement un mouvement latéral. Donc, un mouvement latéral, c'est quand on est capable de... On a compromis une identité en tant qu'attaquant, puis on est capable, après ça, de sauter sur une autre identité qui a à peu près le même niveau de privilège, ce qu'on appelle un mouvement latéral, pour être éventuellement en mesure d'élever nos privilèges. Puis ça nous met même des beaux graphiques comme ça pour nous montrer quel chemin l'attaquant a utilisé pour aller potentiellement compromettre une identité à partir de telle machine, tel groupe, quel accès il y a avec ce compte-là, etc. Donc, je trouve que c'est un service qui est facilement... ils l'ont bien designé pour que ce soit facile à comprendre. Tu sais, des fois, quand on fait de l'investigation en contexte de sécurité opérationnelle, c'est difficile dans l'investigation de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, ici, ça vient vraiment nous donner une visibilité simple, facile à consommer pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est peut-être passé. 10e point, conformité des communications. Ce service-là, c'est une fonctionnalité de Microsoft 365 qui vise fortement à aller traiter plus d'éléments d'éthique parce que on peut aller mettre en place des stratégies qui vont nous aider à détecter, par exemple, s'il y a des images de nature inappropriée qui circulent dans nos services M365, s'il y a des discours haineux, ce genre de choses-là. Mais un élément plus sécurité traditionnel, si vous voulez, là-dedans, c'est la notion de, encore une fois, conflit d'intérêts qui est une stratégie par défaut qu'on peut aller mettre en place avec ça. Donc, on peut aller dire si tel groupe communique avec tel groupe, lève-moi une alerte. Un petit peu similaire à ce que j'ai mentionné tantôt avec Information Barriers, sauf que là, c'est plus le volet surveillance que prévention, blocage carrément. Donc, ça ressemble à ça ici. On va se définir notre stratégie, puis on peut aller rentrer des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs là-dedans, puis dire, bon, telle ou telle personne va être des réviseurs. Donc, c'est ces gens-là qui vont recevoir des alertes s'il y a une communication ici. Vous voyez le titre ici, là, surveiller. Monitor Communications for Conflict of Interest. De faire la surveillance des communications pour tout conflit d'intérêts. Insider Risk Management, un autre service relatif, cette fois-ci, à la gestion du risque interne. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a moyen d'aller, je l'ai mis dans mon petit encadré rouge ici, là, il y a moyen d'aller connecter un service de ressources humaines à ce service-là. Ce que ça peut faire notamment,
Ici, dans mon exemple, on parle de vol de données par un utilisateur qui quitte l'organisation, par exemple. Donc, en le branchant avec un service de ressources humaines, on est en mesure d'aller voir, OK, bon, j'ai un utilisateur qui a quitté l'organisation récemment. Ce service-là va donc avoir un petit red flag là, qui est soulevé, puis va avoir un niveau de vigilance supplémentaire, aller valider les activités que cet utilisateur-là a fait dans le contexte des jours avant son départ, par exemple. Donc, on voit ici le type d'activités qui peuvent être détectées. On parle de téléchargement à partir de SharePoint, d'impression de fichiers. Tous ces genres d'événements-là, précédant le départ de la personne, vont être scrutés par le service et ça va ensuite de ça vous soulever différents scénarios d'alerte. Et là, on peut rentrer dans ces scénarios-là, faire des cas d'investigation dans le service. Donc, on peut à ce moment-là aller regarder, OK, c'est quoi les événements dans le détail qui ont été faits dans les jours précédant le départ de cet utilisateur-là? Quels sont les documents auxquels il y a eu accès? On le voit ici dans l'aspect Content Explorer. On peut voir même les documents qu'il a consultés. Et éventuellement, ce service-là vous permet d'aller faire une escalade jusqu'au service eDiscovery que vous connaissez peut-être, qui est le service dans Microsoft 365 qui permet de faire de l'enquête. Donc, c'est un service qui a été mis en place pour aller attraper ces use cases-là un peu plus à l'interne, spécifiques avec les ressources humaines et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être super pour ça. En conclusion, avant la période de questions, on a vu en rafale toutes sortes de services. On sort la tête de l'eau. Je dis qu'on avait plongé tout à l'heure. Tous ces services-là, il y en a plusieurs, comme j'ai mentionné, qui sont assez simples à mettre en place au moins d'une première couche. On a parlé de Information Protection, de mettre simplement une étiquette pour les documents internes, de regarder pour aller déployer simplement des agents sur les contrôleurs de domaine avec Identity, Defender for Identity, c'est assez simple aussi. Il y a toutes sortes de choses comme ça que quand on regarde toute la complexité d'aller jusqu'au bout d'un projet pour un certain service, ça peut être, on peut se dire, ben là, on ne va pas aller là-dedans, ça va être trop compliqué, mais de faire une première étape, il y a souvent une valeur qu'on peut aller chercher avec ça. Donc, c'est l'idée de ma présentation aujourd'hui que, avec les licences que vous avez, si vous avez des licences E5, par exemple, il y a toutes sortes de services comme ça auxquels vous avez accès, puis je n'ai pas fait la liste exhaustive. Et vous pouvez aller tirer profit de tous ces services-là pour être capable d'aller mieux gérer la menace interne. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce qu'il y avait des questions? Vous avancez, s'il y en a, c'était tellement clair, ta présentation. Est-ce qu'on comprend que presque tout le monde utilise ça maintenant? Les entreprises qui ont besoin d'aide là-dedans, est-ce qu'ils doivent aller te voir ou est-ce qu'ils ont... Est-ce que Microsoft offre du support aussi? Est-ce que c'est facile d'en apprendre plus quand on trouve que c'est une grosse machine dure à maîtriser? Bien, en fait, oui, évidemment, vous pouvez aller voir des entreprises comme la nôtre. On est partenaire avec Microsoft pour aller justement déployer ce genre de solution-là dans un contexte. On a fait toutes sortes de contextes, que ce soit des organisations gouvernementales ou privées. Donc, oui, puis Microsoft, au niveau du support, c'est sûr que quand on n'a pas un premier contact avec eux, c'est moins évident, mais au niveau des ventes, ils sont capables d'aller fournir de l'information, c'est évident là-dessus aussi, oui. Gabriel Tessier, merci. On peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Complète cette journée. Et là, on approche du cocktail quand même. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette première journée en mon nom, au nom de Nicolas, Loïc Fortin, Vincent Bergeron, Maria Fortin, aussi toute l'équipe du Sécure. Et là, donc c'est ça, en bas, à l'espace de vie, c'est le cocktail qui va commencer à 16h. Alors un 4 à 6 qui vous permettra de rencontrer, de réseauter également. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser notre plateforme événementielle pour réserver une table dans l'espace propulsé par Vidéotron aussi, faire des rencontres. Et après tout ça, on va se retrouver demain pour une deuxième journée du Sécure et pour continuer cette belle semaine numérique. Merci d'avoir été là.
Bonjour, mon nom est Vincent Fortin, je suis directeur de compte chez Splunk, fier partenaire du